quelqu'un comme ça, qui n'a pas un parcours tech de base, peut vraiment faire carrière dans la tech? Est-ce que tu penses que c'est possible que quelqu'un qui n'a pas un parcours, peut-être qui a un parcours en économie, qui a un parcours en mathématiques tech, c'est la même chose, qui a un parcours peut-être en philosophie, qui a un parcours peut-être en gestion de ressources humaines, est-ce que tu penses que cette personne peut faire carrière dans la tech au même titre que nous, les natifs, voilà, nous autres les natifs, qui ont fait une formation à l'université par exemple? Tu penses que cette personne peut s'en sortir dans la tech aujourd'hui en 2026? Est-ce que tu le penses? Ok, je dis oui, je le pense. Parce que d'après moi, la compétence la plus importante aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. Si tu n'arrives pas à apprendre de nouvelles choses, tu risques de ne pas pouvoir faire non plus. Alors, pour avoir passé tout le temps à Gozem, quel conseil tu as donné à quelqu'un qui a envie d'intégrer la boîte? Comment ça se passe pour intégrer la boîte? Est-ce qu'il faut aussi écrire à ton gars là? Est-ce qu'il faut écrire à ton gars là? Ou bien, comment ça se passe pour entrer dans la maison? Ok, bon, vraiment, je dirais, la première étape serait de montrer tes compétences en ligne. Parce que actuellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière de te faire remarquer. Si tu communiques beaucoup sur ce que tu fais et que tu montes ton intérêt, peut-être dans le domaine ou sur des projets qui concernent peut-être la boîte ou en général la data, tu peux facilement te faire remarquer et ensuite peut-être postuler. Et si tu as aussi, on va dire, tu peux aussi contacter les gens sur LinkedIn, je vais dire, parce que tout ce qui se faisait déjà. Et c'était aussi pour moi une manière de me faire remarquer et d'avoir de l'expérience. Parce que je pense qu'en travaillant sur les projets des autres, qui ont peut-être plus d'expérience que toi, tu auras à comprendre un peu plus comment fonctionnent les systèmes, comment ils interagissent entre eux, et ainsi de suite. Donc... Salut à tous, salut Shalom, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce 8e épisode de Build for Africa. Voilà un podcast qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de projets tech, qui parle de finance aussi, qui parle de tout ce qu'on fait en Afrique pour le développement de l'Afrique. Alors, sur ce podcast, on prend tout le monde, tous ceux qui ont quand même des projets, qui sont jeunes, qui veulent montrer un peu ce qu'ils font. On les prend sur cette chaîne afin de discuter avec eux pour voir le parcours, comment ils ont fait pour arriver à ce niveau et tout. Donc, aujourd'hui, on va parler d'IA. Voilà, je pense que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup. On va parler d'IA, on va parler de networking et on va parler de tes projets. Voilà. Alors, je vais pas vraiment spoil tout le call, tout le podcast. Si tu peux te présenter rapidement afin qu'on sache qui est Shalom, là, ça serait intéressant. Ok. D'abord, merci pour l'invitation. Et je suis heureux de participer à ce podcast. Donc, je me présente. Je suis Tossé Shalom. J'ai 21 ans. Je suis béninois. J'ai fait 3 ans de formation en l'ingénierie logicielle à Epitech. À présent, j'ai un profil un peu IA et software engineering. Donc, principalement, je travaille sur des projets personnels où j'utilise l'IA et pour répondre à des problèmes où j'assiste des clients pour intégrer des solutions IA en freelance sur le projet déjà existant. Et à part ça, actuellement, je suis associé aux opérations produits dans une entreprise d'énergie solaire qui s'appelle Sun King et qui a un bureau au Bénin. Ouais. Ok, et tout. Merci pour cette présentation assez brève. Bon, si tu me permets, j'aimerais creuser un peu. Tu as parlé d'Epitech, mais avant de parler d'Epitech, je me rappelle quand je lisais les informations sur toi, tu avais fait un parcours hors tech avant de te retrouver dans la tech. Oui. Donc, tu avais un parcours en économie, je pense, en économie ouais. Ou bien en marketing, un truc d'économie. Oui, voilà. En économie et en comptabilité. Donc, voilà. Au collège, j'ai fait une école bilingue, donc je faisais 2 programmes à la fois, le programme francophone et anglophone. Donc, à partir de la classe de 3e, j'ai décidé de m'orienter côté économie et finance. Parce que, en ce moment-là, il y avait regardé une série qui s'appelait Billions.
et elle présentait un bonhomme qui était assez aisé financièrement, Axelrod, et qui avait un hedge fund. Donc, je me suis rapidement intéressé à tout ce qui était finance des marchés, et la série m'avait beaucoup intéressé. Et surtout, la partie où, je pense dans la saison 2, il y avait un shift où il y avait un nouveau caractère qui était entré. Elle était plus tech et finance. Donc, je me suis dit, OK, avec l'informatique, si j'associe l'informatique à la finance, je pourrais peut-être être à ce niveau un jour. Donc, après mes 3 ans en comptabilité, en finance, en commerce, j'ai décidé de me lancer dans l'informatique parce que je me disais que vu que j'avais déjà quelques bases, même si c'est pas suffisant, je pouvais déjà commencer à apprendre c'est quoi l'informatique. Et aussi, à vrai dire, à l'école, j'étais vu comme quelqu'un qui était, on va dire, un peu bon en informatique, qui était la référence dans tout ce qui était informatique et tout, même si je ne faisais rien de ouf. On avait quelques cours de programmation à l'école, mais c'était rien de ouf, c'était juste des langages tels que le basique, le HTML, le CSS. Et ça m'avait intéressé au début, donc j'ai décidé de poursuivre dans ça pour un jour peut-être devenir analyste financier ou compte. Donc voilà. Donc cela explique un peu, ouais. Ok, donc du coup, tu as fait d'abord tu as fait une licence. Non, pas fait une licence, j'ai fait un parcours, on va dire, au secondaire, en économie, en finance et en comptabilité. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Puis après, tu as basculé vers la tech. Ouais, exactement. Alors, quel conseil déjà, là, tout de suite, tu as donné à des personnes qui ont envie de faire l'informatique, des personnes qui ont envie de se lancer dans la tech, parce que là aussi, c'est une chaîne publique, hein. Ceux qui nous suivent, c'est des personnes qui sont peut-être dans la tech, des personnes qui sont pas dans la tech, peut-être des personnes qui ont envie de se lancer dans la tech. Alors, toi, par exemple, qui n'étais pas dans la tech de base, tu as fait un parcours purement financier, par exemple. Quel conseil tu peux donner à des personnes qui ont envie de se lancer dans la tech, mais qui font peut-être la série A, la série B, peut-être parce qu'ils sont pas bons en mathématiques, tout ça là, mais ils ont envie de se lancer dans la tech. Quel conseil tu peux les donner, par exemple? Ok. Personnellement, je dirais que aujourd'hui, nous sommes à une ère où l'information est démocratisée. Donc, il n'y a plus cette barrière d'accès à l'information et la série n'est pas forcément une barrière pour entrer dans la tech. Parce que, par exemple, dans mon cas, j'avais on va dire, un bac économique, financier, mais j'ai pu, peut-être grâce à Epitech, entrer dans une école qui me permettait d'avoir n'importe quel background, vu que c'est la logique qui compte et non, on va dire, le diplôme. Mais peut-être avoir fait une série scientifique peut aider au niveau réflexion, mais nous sommes tous dotés d'une intelligence et une capacité de réfléchir. Donc, pour bien bon, c'était d'être, on va dire, de décider d'apprendre de manière indépendante et de se concevoir, de se construire des bases qui sont assez solides. Déjà pas commencer par des trucs basiques, peut-être tu regardes autour de toi, tu décides d'énumérer les problèmes que tu rencontres au jour le jour et te demander en quoi l'informatique ou la tech peut m'aider à résoudre ces problèmes-là. Et à partir de là, tu commences des recherches pour savoir quels sont les outils qui peuvent t'aider. Et je veux encore ajouter, peut-être sans utiliser forcément l'IA au début, parce que tu es à un niveau où tu veux apprendre les bases. Donc, il faudrait avoir des bases solides avant de pouvoir te lancer dans l'utilisation de l'IA pour écrire du code. Donc, si tu veux te lancer dans la tech, il faudra d'abord identifier, d'après moi, il faudra d'abord identifier quels sont les problèmes qui sont autour de toi et essayer de les résoudre en utilisant l'informatique. Oui. Et avec ça, tu pourras apprendre de nouvelles notions, savoir comment les systèmes fonctionnent et ainsi de suite. Ok, merci. Donc, pour toi aujourd'hui, tout le monde peut se lancer dans la tech si la personne regarde autour de lui des problèmes
et essaie d'utiliser la tech comme solution pour pouvoir résoudre le problème? Oh oui. Ça ne peut pas forcément commencer par le code, mais déjà avec des automatisations. Des Tu peux déjà automatisations. commencer à apprendre, oui, et savoir comment tout ça marche. OK. Donc, du coup, bon, on va continuer dans cette lancée-là. Tu penses que quelqu'un comme ça, qui n'a pas un parcours tech de base, peut vraiment faire carrière dans la tech? Est-ce que tu penses que c'est possible que quelqu'un qui n'a pas un parcours, peut-être qui a un parcours en économie, qui a un parcours en mathématiques, bon, mathématiques tech, c'est la même chose, qui a un parcours peut-être en philosophie, qui a un parcours peut-être en gestion de ressources humaines, est-ce que tu penses que cette personne peut faire carrière dans la tech au même titre que nous, les natifs, voilà, nous autres, les natifs, euh, qui ont fait une formation à l'université, par exemple? Tu penses que cette personne peut s'en sortir dans la tech aujourd'hui en 2026? Est-ce que tu le penses? Ok, je dis oui, je le pense. Parce que d'après moi, la compétence la plus importante aujourd'hui, c'est apprendre à apprendre. Si tu n'arrives pas à apprendre de nouvelles choses, tu risques de ne pas pouvoir faire long feu. Et aussi, quand il va faire carrière dans la tech, il ne va pas forcément être le meilleur au même titre que ceux qui étaient déjà dans le domaine. Mais en apprenant, en faisant des projets et en faisant des projets, en communiquant sur ce qu'il fait, il pourra déjà attirer l'attention. Et aussi, c'est pas forcément une transition directe qu'il pourrait faire, mais déjà dans le domaine dans lequel il est, il pourrait déjà commencer à introduire des composants tech dans ce qu'il fait au quotidien ou dans la carrière dans laquelle il est, pour voir un peu quelles sont les valeurs ajoutées de ce qu'il fait, parce que aussi, je pense que ce qui est le plus important, c'est de voir l'importance business que tes compétences apportent dans le milieu où tu es. Et une fois que cela est défini, tu as plus d'engouement pour apprendre. Et je pense qu'une fois que cela est fait, donc pouvoir associer l'apprentissage à ce qu'ils font déjà, sans forcément faire une transition complète, ils pourront déjà voir quelle est l'importance des compétences qu'ils ont et auront l'envie de pouvoir évoluer, progresser et s'acquérir de nouvelles compétences au fil du temps. Ok, merci. En fait, c'est également mon point de vue par rapport à ce sujet. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire la tech, tout le monde peut se lancer dans la tech, mais tout le monde ne peut pas faire les choses au même degré. C'est-à-dire, la tech aujourd'hui, elle est accessible. Une boulangère peut faire de la tech, elle peut créer un site web. Quelqu'un qui fait les ressources humaines peut créer un site web aujourd'hui, peut créer une application. On a, tout a été mis en œuvre pour que l'information soit assez démocratisée et assez facile pour que quand quelqu'un vient, qu'il se fasse suivre rapidement pour pouvoir tout simplement se lancer dans la tech, pour pouvoir faire trois choses. Mais le problème, c'est que il y a des limites. Tout le monde peut rentrer, mais il y a des limites. Et ces limites-là, ça sera en fait lié à des prédispositions. Un truc de prédisposition, par exemple, s'y connaître un peu, vraiment être logique, à peut-être avoir un background un peu plus élevé pour que certains sujets beaucoup plus complexes, lorsqu'ils soient face à ces sujets, ils puissent les affronter. Mais sinon, de façon basique pour moi, ceux qui veulent se lancer dans la tech, ils peuvent se lancer dans la tech. Tout le monde peut se lancer dans la tech. Maintenant, tout dépendra maintenant de tes ambitions dans la tech. Et en termes d'ambition, comme on dit, la tech, c'est un peu comme une femme. Elle est ambitieuse, elle est capricieuse. Donc, tout dépend du temps que tu le consacres. Tout simplement. Si tu passes plus de temps avec lui, il va te le rendre. Mais si tu passes moins de temps avec lui, il va te le rendre aussi. Donc voilà. Alors, dans ton parcours, je ne sais pas si tu as parlé de Gozem. Je pense que c'est une information que j'avais vue sur ton profil. Gozem, quand même, c'est une entreprise pas mal, qui fait quand même de gros chiffres d'affaires. Dis-moi, tu fais quoi à Gozem? Je ne sais pas si tu peux en parler, hein, si c'est possible d'en parler dans ce call, je ne sais pas. Si, je pense pas qu'il y ait un problème à ça. Donc, déjà, pour plus de contexte, en première année, je devais faire un stage de 4 à 6 mois. Donc, déjà à la fin de la première année, je me disais que j'allais faire dans la data ou dans l'IA. Mais au Bénin, il n'y avait pas vraiment d'entreprise qui pouvait me permettre d'avoir cette expérience-là. Donc, je me suis estimé à trouver une entreprise qui faisait dans l'IA et la data parce que je me disais que si je ne trouvais pas une entreprise qui faisait dans ça spécifiquement,
j'allais pas aller en stage, ce qui allait faire que j'allais échouer l'année. Parce que, il y avait, la plupart du temps, c'était des stages en web. J'ai eu des propositions de stage, mais j'ai dû refuser parce que ce n'était pas forcément dans ce que je voulais. Donc, un jour, j'ai contacté, quelqu'un sur LinkedIn. Donc, il était lead analyst à poser en data et je l'ai contacté. Et en ce moment aussi, il faudrait dire que je faisais quelques posts sur LinkedIn, sur quelques projets d'analyse que je faisais et j'avais aussi postulé. Donc, j'avais aussi posté que j'avais besoin de stage. Donc, en ce moment-là, je lui ai écrit et je pense qu'il m'a fait confiance et il m'a donné l'opportunité de passer des entretiens pour que je puisse être retenu. Donc, une fois que euh, j'ai commencé le stage. Premièrement, je n'avais jamais fait de la data. Donc, il m'a fallu une semaine pour pouvoir m'a- m'acclimater à tout ce qui était SQL, dashboard, cloud et ainsi de suite. Donc, ce qui m'a le plus aidé au début, c'était que j'étais tout de suite confronté à des problématiques réelles. On ne me demandait pas de, bon, on va dire, de rester là juste à peut-être regarder des vidéos pour apprendre, mais on me mettait face à la réalité et je devais forcer mon apprentissage et à pouvoir mieux apprendre plus rapidement pour pouvoir être au même pas que les autres. Je n'étais pas forcément considéré comme un stagiaire, j'étais considéré au même titre que les autres. Donc j'avais des tâches un peu comme les autres et je pouvais rapidement apprendre. Donc je vais dire que à Gozé, j'ai fait plusieurs stages et alternances. Donc ce qui m'a permis de parcourir plusieurs sujets. Donc en première année, j'étais plus data analyst où j'étais sur la verticale transport et je faisais des extractions de données, je faisais des visualisations, je faisais des analyses pour des sujets liés peut-être à la fraude. Je faisais aussi un peu de prédiction pour pouvoir identifier et expliquer des événements. Deuxième année, le premier stage s'est bien passé grâce aussi au mentorat de tous les collègues qui étaient là et surtout mon maître de stage que je remercie encore, qui m'a été d'une grande aide. J'ai pu, on va dire, gagner en compétences et j'ai vu exactement ce que la tech pouvait apporter dans une entreprise. Parce que j'ai vu vraiment en quoi c'est mes compétences. Parce qu'il faut dire un truc aussi, à l'école, j'avais des projets, mais je ne comprenais pas. Personnellement, je vais dire que j'ai bâclé la première année parce que je ne voyais pas vraiment l'importance ou la valeur ajoutée de ce que je faisais. Mais une fois que je suis passé en entreprise, j'ai vraiment vu l'impact que je pouvais avoir sur des décisions ou sur des processus. Donc, de là, j'ai eu une compréhension plus vive de ce que c'était la tech et comment je pouvais, on va dire, apporter de la valeur. Donc, après ça, je suis passé en deuxième année et à la fin de la deuxième année, j'ai aussi fait un stage. Et à la suite de ce stage, j'ai touché à d'autres sujets liés au e-banking, donc à la fintech, l'analyse des transactions, la détection, on va dire, de pouvoir, en anglais, on dit behavioral analysis, donc l'analyse comportementale pour pouvoir identifier des patterns à donner et faire juste la détection de fraude parce que nous gérons plusieurs volumes, un volume élevé de transactions journalièrement, mensuellement. Donc, il fallait avoir de la conformité. Donc, il y avait ces sujets sur lesquels j'ai travaillé. J'ai aussi travaillé un peu sur, on va dire, tout ce qui est analyse produit. Donc, pouvoir analyser la performance des différentes applications qui sont développées et pouvoir prendre des décisions. Donc, savoir, OK, à quel niveau euh, il faut faire des améliorations peut-être sur l'application à travers la création de plusieurs tableaux de visualisation pour aider à la prise de décision. J'ai aussi fait un peu d'IA et surtout en utilisant des LLM pour pouvoir, on va dire, faire des prototypes des premiers, je pense, des chatbots euh, de service client. Bon, c'était l'un des derniers projets sur lesquels j'ai travaillé. Et il y a plein de choses sur lesquelles j'ai travaillé, mais en gros, c'est un peu une vue d'ensemble de ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait en total 1 an, 2 ans et demi.
je pense bien, cumuler les stages de première, deuxième et troisième année et les alternances à Gozin. Ok, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Je me rends compte que voilà, Gozem, voilà, qui est une si grande entreprise en tout cas, euh, travaille bien, c'est-à-dire a quand même mis en place un workflow quand même pour pouvoir vraiment gérer les données. Bon, ce qui est normal, gérer les données, les analyser pour pouvoir faire de la prédiction, prendre des décisions, etc., etc. Alors, on va passer tout le temps à Gozem. Quel conseil tu as donné à quelqu'un qui a envie d'intégrer la boîte? Comment ça se passe pour intégrer la boîte? Est-ce qu'il faut aussi écrire Ok, à ton gars là? Est-ce qu'il faut écrire à ton gars là? Ou bien, comment ça se passe pour entrer dans la maison? ok. Bon, vraiment, je dirais, la première étape serait de montrer tes compétences en ligne. Parce que actuellement, je pense qu'aujourd'hui, c'est la meilleure manière de te faire remarquer. Si tu communiques beaucoup sur ce que tu fais et que tu montres ton intérêt, peut-être dans le domaine ou sur des projets qui concernent peut-être la boîte ou en général la data, tu peux facilement te faire remarquer et ensuite peut-être postuler. Et si tu as aussi, on va dire, il faut aussi contacter les gens sur LinkedIn, je vais dire, parce que euh, j'ai osé et j'ai écrit et je me croyais, je n'ai jamais cru que je pourrais avoir un stage à travers LinkedIn à cette époque-là. Donc, je pense qu'il faut oser aussi. Il ne faut pas forcément peut-être aller déposer juste son dossier et essayer de décrocher un stage, mais à travers des initiatives ou décider d'être différent de ce que les autres font, décider d'approcher peut-être des personnes qui sont là-bas ou euh, de te faire remarquer à travers tes compétences. Et aussi, je dirais que ce qui m'a aussi le plus aidé, c'est euh, parce qu'il y avait déjà des gens qui sont passés là, ils ont montré vraiment leur valeur ajoutée, leur valeur en étant, en travaillant bien. Cela m'a permis d'avoir cette confiance-là, en se disant que ceux des Tech, ok, on peut déjà avoir un niveau avec eux et on pouvait déjà commencer à travailler avec eux. Donc, je pense que même si vous intégrez là-bas, il faudrait aussi garder un certain standing pour que tous ceux qui vont passer après vous puissent profiter peut-être de votre passage. Donc, si vous connaissez quelqu'un là-bas, peut-être qui a travaillé là-bas, et vous pouvez lui demander des conseils sur comment vous pouvez intégrer à la boîte et parce que il pourra peut-être vous recommander et vous pourriez faire ce pas-là. Ok, d'accord. Ok, merci beaucoup pour l'astuce que tu as partagée. Je pense qu'on a compris. Donc, pour ceux qui sont data analystes, pour ceux quand même qui ont envie de faire de la data, même des développeurs, tout ça, donc n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, à mettre en valeur ce que vous savez faire et à montrer votre intérêt pour l'entreprise, à lancer des appels de phare. Je pense que si le besoin se fait sentir, je pense ils viendront vers vous. Et ne pas aussi hésiter à frapper à des portes. Souvent, on est sur LinkedIn, mais on n'a pas, on s'arrête juste à l'étape on fait des posts, on like les trucs, mais il faut aussi aller au contact des personnes, discuter avec des gens, c'est un monde professionnel, discuter avec des gens, partager des expériences afin de pouvoir tisser des liens. Et là, comme ça, lorsqu'il y aura des opportunités, on peut se penser à toi, etc., etc. Alors, là, c'était la phase présentation. Je voulais qu'on puisse prendre le temps de te connaître dans le côté professionnel. Certes, il y a le volet, tu as parlé de thinking, on va peut-être en parler à la fin, mais j'aimerais que tu nous parles de la casquette de, de builder. La casquette de builder, tu as eu à créer des produits qui sont aujourd'hui en ligne, des produits qui sont en ligne aujourd'hui. Je vais parler de Binance MCP. J'aimerais que tu nous parles un peu de l'open source. Pour toi, l'open source, là, ça représente quoi pour toi? Et qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans l'open source? Et après, on va poser les autres questions. Ok, merci pour la question. Je dirais que j'ai découvert vraiment l'open source à travers GitHub et en voyant la quantité énorme de projets qu'il y avait de manière publique et aussi en étant développeur en Python, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de librairies que j'utilisais au jour le jour pour me faciliter la vie sans pouvoir implémenter de plusieurs fonctions. Et j'ai compris que là,
il fallait aussi peut-être faire un retour ou contribuer à tout ce qui se faisait déjà. Et c'était aussi pour moi une manière de me faire remarquer et d'avoir de l'expérience. Parce que je pense qu'en travaillant sur les projets des autres, qui ont peut-être plus d'expérience que toi, tu auras à comprendre un peu plus comment fonctionnent les systèmes, comment ils interagissent entre eux, ainsi de suite. Donc, j'ai commencé avec des petits projets. Ce n'étaient pas forcément des projets qui appelaient à la contribution, mais j'ai commencé à publier sur GitHub des projets personnels sur lesquels je travaillais. Et après un moment, j'ai décidé vu l'arrivée de l'IA et de la data qui prenait de l'ampleur, j'ai décidé de pivoter un peu sur des projets un peu du style. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais intéressé, je suis intéressé par, ou bien j'étais intéressé par tout ce qui était, on va dire, finance des marchés. Donc, en ce moment-là, je concevais des bots de trading, des algorithmes et tout, et je voulais concevoir dans la période un agent IA qui utilisait Binance pour pouvoir exécuter des positions, gérer du risque, ainsi de suite. Donc, en ce moment-là, j'ai découvert que en open source, il n'y avait pas vraiment de, de serveur MCP de ce nom qui pouvait faire ce que je voulais. Donc, j'ai fouillé un peu, je suis tombé sur le repo public de Anthropic. Euh, ouais, c'est l'entité modèle contest protocol. Ils ont un repo public où ils ont un répertoire de serveurs MCP que les gens sont déjà conçus. Et je me suis dit, OK, il y avait un serveur MCP dans la liste qui était pour Binance. Mais quand j'ai parcouru le repo, c'était pas, ça n'avait pas on va dire, les tools, les outils que je recherchais. J'ai décidé de concevoir mon propre serveur MCP en utilisant la librairie de Binance. Donc, j'ai juste, on va dire, dupliquer ou réimplémenter toutes les fonctions qu'il y avait là en utilisant un serveur MCP. Donc, les utiliser dans le serveur MCP directement pour pouvoir prendre en charge mon agent IA puisse utiliser ces outils-là. Donc, une fois que j'avais fait ça, j'ai aussi remarqué qu'il n'y avait pas vraiment une documentation qui se faisait sur ces serveurs MCP-là. Donc, j'ai construit une documentation assez compréhensive sur tout le projet. J'ai publié cette documentation-là sur une GitHub page et associé ça au projet. J'ai facilité la collaboration aussi en mettant en place des outils qui permettraient on va dire, premièrement, de valider. Un processus qui permettait déjà de valider, c'est les différentes contributions qui sont faites, de faciliter la collaboration. Et une fois que c'était fait et publié, cela sur GitHub. Donc, après ça, j'ai décidé d'ouvrir une pull request sur le repo de, communautaire de Anthropic sur les serveurs MCP et j'ai apply sur ce README là qu'ils avaient sur le GitHub pour que mon serveur MCP puisse y intégrer. Et une fois que c'était fait, ça a pris quelques semaines, je pense, plus de mois, pour que les différents contributeurs, reviewers qui étaient sur le repo puissent parcourir un peu ce que j'avais fait et approuver le merge. Et une fois que c'était fait, j'étais dans la liste. Et je pense que cela m'a permis aussi d'apprendre beaucoup parce que après que ça a été listé, j'ai reçu plusieurs messages par email de personnes qui étaient intéressées par le projet, qui voulaient que je rejoigne d'autres projets open source. Mais vu que j'étais actuellement, en ce moment-là, déjà pris par de publications, j'ai pas pu vraiment faire le pas pour pouvoir intégrer ces programmes-là. Et à part ça aussi, cela m'a permis de pouvoir savoir, de gérer, on va dire, un repo avec des personnes ou même peut-être malveillantes et aussi de bonne foi qui veulent contribuer au projet. Parce que il y a tu peux recevoir plusieurs pull requests ou messages de personnes qui veulent ajouter du code à ton repo, mais qui vont changer l'objectif de ce que tu as écrit ou de l'idée que tu avais derrière le système. Donc, j'ai appris, on va dire, déjà à gérer une mini communauté de personnes qui aimeraient contribuer au projet et aussi on va dire, comprendre les opportunités qu'il y avait dans l'open source. Et je pense que s'il y a personne qui contribue à ces projets-là, créer des projets open source, aujourd'hui, on n'aurait pas de librairies qui sont publiquement ou bien mondialement utilisées comme nous l'avons aujourd'hui. Donc, je pense que contribuer à l'open source, c'est ajouter une brique à une maison qui se construit déjà. Donc,
ça te permet aussi d'avoir des opportunités, comme je l'ai expliqué précédemment. Et aussi, ça peut aussi contribuer à la visibilité dans le monde entier. Parce que les CVMCP, c'est tout le monde qui les utilise. Donc, c'est pas forcément un projet qui est à usage individuel, mais à usage public. Donc, tout le monde peut profiter de ça et en tout cas, comme beaucoup de portes peuvent s'ouvrir à travers ces contributions open source là. Et aussi, en postant sur LinkedIn, j'ai aussi créé de l'engouement de personnes qui étaient intéressées par des projets similaires, qui m'ont contacté aussi pour avoir plus d'informations sur d'autres types de projets, ainsi de suite. Ok, merci. Je pense que j'étais connu à travers ce projet. Tu avais publié ça dans la communauté Python Bénin, je crois. Et bon, il y a une vague de vannes. On se connaît dans la communauté. Et moi, ça m'intéressait. Je me dis, ben, un Béninois qui quand même arrive à créer un truc comme ça, il faut encourager ça. À l'époque, je n'avais pas encore créé mon podcast. Je n'avais pas encore créé mon podcast à l'époque, mais je me disais que j'allais t'inviter personnellement pour que tu puisses montrer encore au monde entier euh, le travail qui a été fait. Je voulais montrer au monde, bon là, je n'ai pas une grande communauté, mais je voulais quand même montrer aux gens que un Béninois a quand même fait un travail qui est remarquable, en fait, et tout. Donc, je pense que tu étais le premier que j'avais contacté pour faire le podcast, mais pour des raisons X, Y, Z, tu n'étais pas disponible pour le podcast. Donc, j'ai dû commencer sans toi. Et voilà, je suis là encore avec toi pour en parler et tout. Alors, tu as parlé de thèmes techniques que sûrement beaucoup de personnes ne maîtrisent pas. Tu as parlé de Binance, tu as parlé de MCP, tu as parlé de GitHub, tu as parlé quand même de beaucoup de sujets techniques que des non-tech comme moi ne comprennent pas. Alors que cette chaîne, certes, elle est orientée tech, mais elle a aussi une chaîne d'éducation où des personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment en tech ou bien dans l'écosystème tech peuvent au fait venir s'instruire. Donc, si en fait on leur parle de façon technique, ces personnes vont se retrouver un peu écartées. Je ne sais pas si tu vois un peu. Donc, à un moment donné, il faut diminuer le niveau de langue pour que ces personnes voilà, puissent comprendre le langage que nous parlons et tout. Donc, de façon rapide, OK. essaie de nous dire un peu c'est quoi MCP, c'est quoi Binance, c'est quoi GitHub, ouais, ces expressions-là pour que tout le monde puisse être au même OK. niveau d'information. Voilà. OK. Super. Euh, Donc, premièrement, je vais commencer par Binance. Donc, Binance, c'est une plateforme qui d'échange qui permet aux personnes intéressées par les crypto-monnaies d'effectuer des activités d'achat, de vente. Donc, c'est un marché, on va dire, où on a des acheteurs et des vendeurs de crypto-monnaies, de plusieurs crypto-monnaies. Et aussi, pour les CVMCP, premièrement, les IA, en général, n'ont pas accès au monde comme nous l'avons accès. Donc, pour cela, il y a de cela quelques années, Anthropic, qui est une grande entreprise IA, a décidé de concevoir un protocole de communication. Donc, un système qui permet aux IA de pouvoir accéder au monde réel à travers des outils. Donc, ici, un outil sera, un NCT serveur sera juste un protocole de communication entre euh, une IA et un outil ou un service public. Donc, par exemple, vous voulez aujourd'hui que l'intelligence artificielle vous aide à trier les documents sur votre PC de manière automatique en lui envoyant une commande, dites-lui de classer les documents qui finissent par CSV dans un dossier CSV, les complètes et d'autres types de documents, vous voulez lui demander de classer ça. Donc, de base, il n'a pas accès à votre environnement de travail. Donc, pour cela, il faudra concevoir une interface entre lui et votre ordinateur ou votre interface de travail pour lui permettre de pouvoir effectuer ces actions que vous lui demandez. Et ces différentes actions-là sont appelées des outils. Donc, un outil ici va permettre à un agent IA d'effectuer une action A ou B. Donc, ici, euh, avec Binance, on peut effectuer plusieurs actions, comme je l'ai dit, acheter et vendre. Et une fois que vous voulez effectuer ces actions-là de manière automatique ou indépendante en utilisant un IA, vous lui permettez d'avoir accès à cette plateforme-là. Donc,
Cette plateforme a des outils, des API, des librairies qui permettent d'interagir avec elle. Et vous décidez de créer un outil orienté IA qui permet à l'intelligence artificielle de pouvoir communiquer avec cette plateforme-là en utilisant des outils déjà existants. Donc, c'est un peu ça pour tout ce qui est MCP et Binance. Et pour GitHub, c'est juste un produit public qui permet aux développeurs ou aux personnes lambda de pouvoir sauvegarder des fichiers en utilisant Git, qui est un outil de contrôle de version. Donc, GitHub, c'est un produit autour de cet outil-là appelé Git. Donc, qui permet de contrôler plusieurs versions de fichiers. Et une fois que vous publiez ou vous sauvegardez vos fichiers sur Git, ou la plupart du temps, c'est du code, cela permet soit à vous-même d'avoir une sauvegarde de votre travail, aux personnes autour de vous, de pouvoir accéder à ce travail-là si vous permettez qu'ils puissent le voir de manière publique. Donc, je pense que c'est ça pour l'explication. Ok, merci pour ces explications. Je pense qu'on a tous compris. Ça a été très clair. Même moi, j'ai encore compris davantage et tout. Je pense qu'on va passer à la suite. Tu nous as parlé un peu de ton produit Binance MCP. Tu nous as expliqué un peu les thèmes techniques. Alors, j'aimerais savoir, en termes de plus-value, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui dans ta vie? Parce que ton produit quand même a été validé par entreprise, quand même une grande entreprise aujourd'hui et tout. Toi personnellement, enfin, qu'est-ce que ça t'a apporté d'avoir contribué au fait à ce produit? Quel impact ça a eu sur ta vie? Ok. Au niveau impact, je dirais premièrement, ça m'a permis d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés en faisant ça. Premièrement, de me faire reconnaître à travers ce projet sur le repo principal communautaire de Anthropic. Et aussi, après Anthropic, ça a été rajouté dans d'autres librairies de MCP Server, telles que la librairie de Cursor pour les MCP Server, ça a été rajouté. Ça m'a permis d'apprendre déjà, c'est la plus grosse plus-value aussi. Ça m'a permis de réaliser le projet pour lequel j'avais conçu ça. Cela aujourd'hui me permet de gérer plusieurs trucs sur Binance parce que je fais un peu de la crypto. Donc ça me permet de gérer certaines actions que je planifie avec l'IA, ainsi de suite. Donc, perso, c'est, on va dire, résoudre les problèmes d'abord que je rencontrais. Et deuxièmement aussi, me faire parler de moi. Surtout. Ok, en termes d'opportunités, est-ce que tu as des opportunités visibles par rapport à ça et tout? Je dirais oui. Je vais dire l'opportunité la plus, bon, on va dire difficile pour moi, c'est, il y a quelqu'un qui m'a contacté, par email. Il était, c'était un startup sur Y Combinator qui faisait un peu dans tout ce qui est IA agentique. Ils avaient un repo public sur GitHub qui avait beaucoup de stars où ils développent, en interne un outil qui leur permet à eux de pouvoir, permettre aux personnes techniques de créer n'importe quel type d'agent d'IA. Donc, eux, ils avaient besoin de personnes qui savaient concevoir des serveurs MCP et les ajouter à leurs produits. Donc, cette opportunité aurait pu être concrétisée si j'avais accepté, en ce que je serais un contributeur à temps plein sur le projet et je pourrais contribuer à ce projet qui a déjà beaucoup de reconnaissance et aussi, ouais, et aussi, on va dire, ajouter une autre pierre au monde de l'open source, mais malheureusement, j'ai pas pu accepter à cause de d'autres engagements. Et ouais, c'est un peu ça. Donc, je pense que niveau opportunité, ça m'a beaucoup rapporté. Et j'ai aussi eu l'opportunité de communiquer avec ces personnes-là qui ont des projets assez, on va dire, reconnus dans le monde de l'open source. Ok. Alors, quels sont aujourd'hui, selon toi, les skills à avoir pour pouvoir être un contributeur? Parce que comme tu viens de le dire, c'est aussi un moyen de carrière, c'est aussi un moyen par lequel on peut aussi passer ou aussi avoir une carrière, être reconnu et tout ça. Alors, pour toi qui as une expérience dans ce domaine et tout, quels sont selon toi les skills à avoir pour pouvoir, en fait,
se lancer dans l'open source et si possible, voilà, en jouir beaucoup plus tard. Ok, ok. Vraiment, d'après moi, les compétences qu'il faudrait avoir pour être dans le milieu de open source, premièrement, c'est, euh, je dirais, avoir de bonnes bases techniques, dans le sens où tu comprends les principes et comment ils fonctionnent. Par exemple, un instant, tu sais comment l'ordinateur gère sa mémoire et peut-être quand tu programmes aussi, tu sais mieux utiliser les pointeurs. Donc, comprendre les bases, pas forcément être très, très bon techniquement, mais comprendre les bases, savoir comment ils interagissent et aussi pouvoir communiquer. Parce que je pense que l'open source, en grande partie, c'est à la communication et aussi être prêt à comprendre le code des autres et le choix technique. Donc, il faudrait peut-être avoir une compréhension un peu du système design pour savoir comment améliorer les systèmes, comment les optimiser aussi, si possible, et aussi, on va dire, prendre des initiatives. Si peut-être tu veux créer un outil qui n'est pas utilisé par les autres, qui n'existe pas encore et qui pourrait être utilisé, je pense que ça, c'est déjà une initiative par laquelle tu peux commencer. Donc, déjà publier des projets sur GitHub, et à travers ça, tu peux déjà commencer, pas forcément à contribuer à d'autres projets, mais déjà, si toi, tu publies des projets et tu les partages, des personnes qui pourraient être intéressées pourraient y contribuer aussi. Donc, je pense que ce sont les premières étapes, hein, pour pouvoir commencer à contribuer ou avoir les bases techniques. Ouais. Ce sont les compétences que je pense que toute personne qui voudrait commencer dans l'open source doit avoir. Ok, Et souvent aussi le avoir les problème, bonnes pratiques. ouais, la bonne pratique, oui. Souvent le problème qui se pose en Afrique, c'est qu'on a faim. L'Africain a faim. Il n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Euh, il est dans un environnement, il fait chaud. Il n'y a pas souvent la climatisation et tout. Et il n'est pas dans les bonnes conditions. Il se plaint de son salaire et tout ça. Comment dans ces conditions, on peut faire de l'open source en sachant qu'on a aussi un boulot à côté? Toi, tu as une petite expérience professionnelle, mais de façon concrète, comment c'est possible? Est-ce que tu as des stratégies à nous partager? Tout ça là. Ou bien ou bien carrément c'est un truc, c'est que c'est fait. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi quoi. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Et oui, bon, premièrement, peut-être, je ne sais pas, mon avis pourrait ne pas être pertinent parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de contributions, hein, en open source. Mais d'après moi, il faut peut-être être aux côtés de ton travail. Si tu arrives à trouver un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle, tu as du temps libre pour contribuer à l'open source ou tu as envie de commencer à contribuer à l'open source. Je pense que la première étape serait, si tu as des projets personnels, bien sûr, de commencer à les publier et en parler. Parce que c'est l'étape la plus importante. Euh, et après ça, euh, hmm, parce que il faudrait aussi un peu de discipline et de détermination, hein, sinon, c'est pas forcément contribuer à l'open source pour gagner de l'argent tout de suite, mais te dis que tu apportes une valeur ajoutée et si tu penses que tu as de la compétence à faire voir ou à revendre, tu peux décider. L'open source n'est pas forcément écrire du code, mais aussi aller sur les repos, voir on va dire les problèmes les plus récurrents que les gens rencontrent et pouvoir peut-être suggérer une solution. Pas forcément contribuer, mais si peut-être sur un, un issue sur GitHub, donc un problème qui a été surmonté, tu arrives à discuter de ce problème-là, comment ça pourrait être résolu. Déjà, après avoir parcouru peut-être le repo public, ça peut être déjà une contribution. Tu n'as pas forcément besoin d'écrire du code pour contribuer à l'open source. L'open source aussi, c'est de lire les documentations des projets et les endroits où il y a peut-être peu d'explications, où tu penses qu'on pourrait ajouter plus d'explications, tu peux suggérer des améliorations et corriger la documentation ou peut-être à ton temps libre, peut-être faire des tutos sur comment utiliser des outils
qui sont publiques et peut-être les ajouter à cette documentation-là ou les publier pour qu'on puisse avoir de ton avis aussi sur ces projets-là. C'est pas forcément écrit du code de l'open source, mais de pouvoir contribuer d'une manière ou d'une autre à une communauté qui existe déjà. Ok, je vois. En fait, puisque tu parles d'open source, tout ça, de contribution, aujourd'hui, avec l'IA, je pense que tout le monde peut quand même faire des propositions. Comment, en fait, comment ça se passe? Parce que il suffit juste de prendre un repo, Claude me lit tout le code et puis voilà, s'ajoute juste un truc dedans, je m'assure d'avoir des bons skills et ça passe quoi. Je peux prendre ton repo par exemple, Claude me lit le code et puis je te fais une PR et tu valides un truc et puis ça marche bien écrit en plus. Comment vous arrivez, comment ça se passe aujourd'hui avec cette vague d'IA où tout le monde peut devenir des contributeurs facilement aujourd'hui? Ouais. Parce que, d'après moi, tout dépend de celui qui a le repo ou de l'organisation qui a le repo. Parce que aujourd'hui, avec la vague de l'IA, on peut faire plusieurs choses. Mais tout dépend de ce que les personnes qui ont le repo recherchent. Il y a certains projets qui refusent l'utilisation de l'IA parce que ce sont des projets sensibles. Par exemple, on a Linux et qui est open source et les personnes peuvent y contribuer même si peut-être la liste est un peu restreinte. Mais une fois que je sais pas si c'est, mais j'avais lu une histoire où quelqu'un avait utilisé de l'IA pour un contributeur avait utilisé de l'IA pour corriger ou améliorer du code qui était écrit sur ça et après ça a conduit à d'autres problèmes après. Mais il y a des projets, l'IA aujourd'hui on ne peut pas s'en faire, on ne peut pas faire sans ça. Donc je pense que tout dépend du projet sur lequel tu es et de la personne. Bon, tu as dit des règles qui sont autour du projet. Il y a par exemple les projets en cybersécurité, les bug bounty où les entreprises refusent que les chercheurs utilisent l'IA pour soumettre des bugs sur ces projets-là ou des projets open source sur GitHub où on refuse l'utilisation de l'IA pour générer du code. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué de faire avec, mais je pense que si tu montes ton authenticité en restant toi-même, on pourrait distinguer entre toi, ce que tu dis et ce que l'IA propose. Donc, souvent, quand l'IA génère une réponse et tu la lis, tu sais que c'est pas forcément, ça vient pas forcément d'un humain et que c'est une réponse que toute intelligence artificielle aurait pu générer. Mais je pense que l'authenticité dans tes interactions pourrait montrer vraiment ta plus-value. Ok, d'accord. Alors, en parlant d'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses pour les années à venir, surtout dans notre écosystème tech, et comment tu penses qu'on peut l'utiliser? Parce que toi, tu l'utilises pratiquement au quotidien pour faire pas mal de choses et tout. Comment tu penses qu'on peut exploiter l'intelligence artificielle aujourd'hui et quels sont les dangers qui nous guettent par rapport à l'utilisation de l'intelligence artificielle? Ok. Par rapport à l'intelligence artificielle, premièrement, je dirais qu'il y a deux distinctions. Premièrement, c'est si tu veux apprendre et si tu veux faire des projets peut-être plus vite. Donc, si tu veux apprendre, utiliser l'intelligence artificielle pour t'aider à premièrement générer des questionnaires. Personnellement, ce que j'ai commencé à faire récemment, c'est quand je veux apprendre ou bien je lis un nouveau livre ou je suis une formation en ligne, c'est j'ai les transcripts de la formation et j'utilise Notepad pour générer des questionnaires sur lesquels je pourrais réviser pour m'assurer que j'ai bien maîtrisé ce que je viens de suivre. Et ça, c'est utiliser l'IA pour apprendre. Tu ne l'utilises pas pour forcément te générer des réponses, mais tu l'utilises pour générer des matériels d'apprentissage que tu peux utiliser après pour améliorer tes compétences. Et il y a l'autre phase où je pense que tu es plus dans l'exécution et tu veux aller plus vite. Parce que aujourd'hui, on dit que l'IA va nous remplacer, mais je pense que en partie, ça peut être vrai pour ceux qui ne l'utilisent pas. Parce que ce qu'un développeur pouvait faire en un mois, maintenant tu peux le faire en quelques heures. Ouais. Donc, en utilisant l'IA, tu augmentes ta productivité. Mais personnellement, ce que moi je fais quand j'utilise l'IA pour coder, c'est
si il génère du code que je ne comprends pas ou que mes compétences ne me permettent pas de saisir tout de suite, je préfère arrêter et me mettre à niveau d'abord avant de pouvoir continuer avec la génération. Parce que je me dis que si après je n'arrive pas à maintenir le code ou à expliquer les choix de technologie qui ont été effectués ou les choix d'implémentation, ça ne sert à rien d'avoir un projet. Donc, je pense que si dans l'utilisation de l'IA, il faudrait que les personnes qui sont qui ont les compétences nécessaires pour écrire du code, ils l'utilisent pour augmenter leur productivité. Mais si tu n'as pas vraiment de notion assez poussée, bon pas poussée en informatique, mais si tu n'as pas de notion ou comprends pas ce que l'IA génère, personnellement, je te conseille pas de l'utiliser parce que ça va juste aboutir euh, au final et non t'apprendre de nouvelles choses. Donc, faut être toujours dans l'optique, peut-être, soit tu augmentes ta productivité en utilisant l'IA. Si tu augmentes ta productivité en utilisant l'IA, définitivement, tu dois l'utiliser. Et si tu veux apprendre de nouvelles choses, il faut peut-être t'en passer si c'est elle qui fait tes actions à ta place. Les actions qui sont censées te faire apprendre, c'est elle qui le fait à ta place. Il faut t'en passer. Et aussi, je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère où l'information est accessible à tout le monde. Donc, la différence, c'est pas qui a l'information, mais c'est qui peut exécuter plus vite que l'autre. Donc, si quelqu'un, en utilisant l'IA, arrive à concevoir un produit en 2 jours, et toi, tu essaies de te dire, OK, je vais d'abord apprendre ça, apprendre ci, et après utiliser l'IA, l'autre a déjà dépassé. Donc, ils vont faire plus, peut-être ils vont shipper plus rapidement que toi sur certains domaines, mais tout dépend de ton objectif, je dirais. Et parce que donc tout ce que tu fais, il y a des outils qui peuvent t'aider, sans forcément, on va dire, sans forcément remplacer ton intelligence par réflexion personnelle. Donc, ce que moi je fais personnellement, c'est si j'ai un projet personnel sur lequel je veux travailler ou une tâche à effectuer, je peux d'abord, je réfléchis, je communique avec elle. Bon, par exemple, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Gemini qui permet de parler, de partager ton écran, d'ouvrir ta caméra et de montrer ton entourage. Moi, ce que je fais souvent, c'est je discute des idées que j'ai et l'IA m'aide à réfléchir pour voir, OK, quels sont les meilleurs choix que je pourrais faire en termes d'architecture, quelles sont les erreurs peut-être que on peut anticiper et comment planifier. Donc, en quelque sorte, c'est j'utilise ça pour concevoir, on va dire, une feuille de route ou un cahier de charge bien spécifique. Donc, on dit peut-être une PRD. Donc, j'utilise ça pour générer ces documents de spec là ou de planification qui me permet d'avoir une vue d'ensemble sur le projet. Donc, je sais que quel que soit le code qui génère, c'est en ligne avec ce dont on a déjà discuté. Donc, quand je parcours le code, je sais déjà à quoi m'attendre à tel endroit. Donc, je ne suis plus un étranger chez les projets sur lesquels je travaille. Donc, je pense que c'est un peu ça. Donc, si tu veux être en avance sur les autres, il faudra t'armer d'IA. Ouais, comme le dit souvent quelqu'un, un proche, il me dit, les entreprises ont des développeurs boostés à l'IA. Qui suis-je pour ne pas booster mes développeurs aussi à l'IA? C'est la concurrence sur le marché. Donc, chaque entreprise utilise de l'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite. D'autres de ces développeurs des capacités pour aller beaucoup plus vite. Donc, si tu veux rester sur le marché, il faut que toi-même, tu puisses doter tes développeurs d'IA pour que vous puissiez être au même niveau d'information. Par contre, je ne connaissais pas la fonctionnalité dont tu as parlé. C'est dans Gemini, genre, tu parles du chat ou bien d'Antigravity I2, au fait. Ok, je parle du chat. Du chat. L'application Gemini elle-même, oui. Bon, ça, je vais peut-être tester ça. Parce que moi, j'ai la version Pro, j'ai le Gemini Pro. Bon, c'est vrai que Gemini, je l'utilise pas personnellement beaucoup. Bon, j'aurai le temps de voir. Je pense que j'aurai le temps de vérifier et tout. Je n'utilise pas beaucoup trop Gemini. Je préfère beaucoup plus ChatGPT et Claude. Bien que j'ai l'abonnement pro de Gemini, par contre. Ok. Alors, on va parler de Sun, de Sun King. J'aimerais que tu me dises un peu, c'est quoi Sun King et qu'est-ce que tu fais là-bas? Ok, donc vraiment Sun King c'est une entreprise qui est dans l'énergie renouvelable. Ils conçoivent
produits domestiques à usage solaire, donc par exemple des lampes et des générateurs solaires. Donc, ils sont leaders mondiaux dans le domaine. Je ne sais pas si tu connais LG. Non. J'avais fait des recherches, LG. mais je n'avais pas Ok. fini de me renseigner, mais tu peux quand même nous dire un peu? Ok. C'est une entreprise similaire à LG qui est au Bénin, ou bien MySol, si la plupart des gens pourraient connaître. Donc, ils offrent des solutions du même type. Mais c'est vrai qu'ils n'est pas seulement dans le solaire, ils font aussi dans d'autres, on va dire, produits renouvelables, tels que des gaz, on va dire, des gaz de préparation à usage plus, bon, comment je pourrais dire ça, non polluants, avec des gaz non polluants et d'autres produits tels que les téléphones et ainsi de suite. Donc, ils se sont installés au Bénin, ça fait 1 an. Et pour ça, je suis actuellement dans l'entreprise en tant que associé aux opérations produits. Donc, mon rôle, en gros, c'est l'entreprise développe au jour le jour des logiciels et surtout un CRM en interne qu'on a que les agences de terrain utilisent pour pouvoir euh, effectuer des ventes, prospecter, ainsi de suite. Donc, mon rôle, c'est je suis un pont entre les équipes techniques, donc les développeurs, et l'équipe business, pour pouvoir traduire le besoin on va dire, soit en fonctionnalité, ou soit on va dire, pouvoir les aider sur les différents problèmes techniques qu'ils rencontrent au jour le jour. Parce qu'il ne suffit pas de concevoir un produit, mais de s'assurer que les utilisateurs lesquels tu développes ce produit-là savent l'utiliser. Donc, je suis sur le volet formation aussi. Donc, je forme les différents, on va dire, parties prenantes à comment utiliser le logiciel, l'adoption des fonctionnalités qu'on développe, l'itération, donc récupération de feedback sur le terrain pour pouvoir améliorer les logiciels qu'on développe en interne. Et aussi, je suis sur le volet support technique. Donc, au jour le jour, on reçoit des plaintes, que ce soit des clients, que ce soit des agents internes, du staff, sur les améliorations ou les bugs qu'on rencontre au jour le jour. Donc, je suis en charge de récupérer ces plaintes-là aussi et de les trier, d'apporter des solutions pour les bugs avérés, communiquer avec les équipes techniques, que ça soit résolu au plus vite pour que le business continue dans cette opération au jour le jour. Donc, en gros, c'est ce que je fais, automatiser aussi les processus business, parce que on n'a pas forcément toutes les fonctionnalités au début. Donc, en utilisant les API qui sont déjà disponibles, on peut faire des automatisations et des scripts qui permettent d'effectuer des actions que les CRM ou les systèmes en place ne peuvent pas faire pour l'instant. C'est un peu ça. Ok, je vois. En gros, tu joues un peu le rôle de product owner, c'est ça? Je sais pas, Euh, j'ai vu un peu, au fait, dans ta définition, enfin, dans ce que tu as dit, un product owner, le pont entre les développeurs et, au fait, l'équipe, les commerciaux, et puis les utilisateurs euh, finaux, pour pouvoir comprendre le euh, produit. En gros, donc, tu oui. portes plusieurs casquettes là-bas, donc, Je vais dire, tout ça, c'est dans le rôle. Donc, ok. c'est pas forcément 100% product owner, mais il y a beaucoup de, on va dire, formation, support technique aussi. Ce qui fait que c'est pas, on ne peut pas forcément définir ça en tant que product owner, mais opération du produit. Donc, tout ce qui est lié au logiciel qu'on développe au jour le jour, je travaille pour que l'expérience utilisateur soit la meilleure. Ok, d'accord. Alors, on va finir avec la dernière question. Quel conseil, au fait, tu auras donné à un jeune aujourd'hui qui veut se construire dans la tech, qui veut faire un parcours en te basant sur toi, ton expérience et voilà. Je- Souvent, j'invite des gens dans l'école pour, en fait, montrer aux jeunes, à tout le monde que on n'a pas forcément besoin d'être des millionnaires, des milliardaires, de vraiment réussir pour pouvoir, euh, pour que ces personnes viennent dans l'école pour partager leur expérience. Il y a des jeunes comme eux Ouais. qui font leur bout de chemin, qui peut leur parler, qui peut les inspirer, qui peut leur dire également là où ils en sont, le chemin qu'ils ont parcouru. Si ça peut inspirer quelqu'un, belek quoi. Et puis voilà, on va continuer ensemble à grandir ensemble et tout. Mm. Ok, super. Donc, selon mon expérience personnelle,
Je pense que, premièrement, pour réussir dans la tech, il faut prendre sur soi et décider de construire de très bonnes bases. Donc, de très bonnes bases, c'est déjà, quand tu prends une technologie, ne pas seulement l'utiliser, mais comprendre comment elle fonctionne. Et une fois que cela est fait, je pense que tu peux utiliser ces compétences-là et les transposer dans un autre domaine ou sur d'autres sujets. Donc, une autre compétence, c'est être prêt à apprendre et désapprendre. Parce que de nouvelles manières de faire arrivent tous les jours. Et si c'est le standard qui est, on va dire, les standards qui sont maintenant en place, il faudrait savoir s'adapter très vite. Et aussi, je dirais, parler de ce que vous faites. Si vous avez des projets sur lesquels vous travaillez, il ne suffit pas d'avoir un repo et de push tous les jours et se dire que on est en train de travailler sur ce projet, mais aussi de parler du travail que vous faites, montrer le travail que vous faites en quelque sorte. Et cela commence déjà par des posts sur LinkedIn ou appeler des personnes dans les communautés à vous aider à contribuer sur vos projets s'ils trouvent ça pertinent. Et après ça, je pense que LinkedIn aussi améliorer son profil LinkedIn parce que je pense d'après moi, le networking est une partie très importante, ce que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui. Et cela, déjà, avoir un compte LinkedIn ne veut pas dire que vous postez tous les jours, mais interagir avec des posts qui existent déjà sur la plateforme. Donc, si quelqu'un fait un post sur lequel vous êtes intéressé ou vous avez des connaissances, vous pouvez laisser un commentaire, laisser des likes, republier très souvent, ce qui va vous garder actif. Donc, même si vous ne postez pas souvent, vous créez des interactions sur la plateforme. Et aussi, côté optimisation, vous pouvez aussi optimiser votre profil pour que ce soit plus visible. Si peut-être vous êtes dans la data ou dans l'IA, si on tape data IA sur LinkedIn ou sur Google, votre profil LinkedIn doit venir en première position si peut-être on parle de bien-être. Donc, je pense que avec ça, vous mettez toutes les chances de votre côté pour pouvoir, on va dire, décrocher une opportunité. Il ne suffit pas d'être bon techniquement, mais de savoir aussi montrer ce que vous savez faire. Parce que c'est la partie la plus importante que beaucoup de personnes négligent aujourd'hui. Donc, je dirais, pour résumer, pour même avoir de bonnes bases techniques, essayer de résoudre des problèmes que vous rencontrez le jour, pas forcément construire des produits. Deuxièmement, et de montrer ce que vous savez faire. Show your work, sinon vous ne pourrez pas vous démarquer du reste. Parce qu'il y a beaucoup de personnes que je connais qui sont très très bons techniquement, mais on ne les voit pas sur les réseaux. Donc on ne sait pas si même le repo GitHub, c'est presque inexistant, malgré qu'ils sont des pépites. Donc je pense que montrer ce que vous faites, c'est parce que c'est la partie la plus importante du processus pour devenir développeur. Et en recevant des feedbacks aussi, vous pouvez vous améliorer parce que si personne n'est là pour vous corriger, vous ne pourriez pas avancer. Ok, merci beaucoup pour ce conseil que tu nous donnes. Alors, est-ce que tu as un mot de fin avant qu'on ne clôture le podcast? Ok, un mot de fin. Je dirais d'abord merci pour cette opportunité et pour cette considération. C'est très apprécié, ça me va droit au cœur. Et je dirais bonne suite pour la suite du podcast parce que je regarde aussi tes podcasts et j'apprends beaucoup de nouvelles choses. Et merci pour cette initiative que tu mènes et que je t'accompagne dans ce projet. Amen, merci beaucoup. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce podcast jusqu'à la fin. C'était bien, c'était enrichissant. On a appris quand même pas mal de choses. On a appris sur l'IA, sur MCP, sur Binance. Peut-être que après on fera un call peut-être spécifique par rapport à ça, la finance. Moi, c'est un sujet que j'ai envie d'explorer, mais je ne maîtrise pas forcément et tout. Peut-être qu'on fera un podcast sur ça. On va vraiment parler de finance, de crypto-monnaie. Je pense que j'avais eu un call avec Mérès. Je ne sais pas si tu as suivi le podcast par rapport à ça. Non, pas encore. Donc voilà, bon, je pense que voilà, on aura l'occasion de parler beaucoup plus finance sur aussi la chaîne. Merci d'avoir suivi le podcast jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Souvent il faut le dire parce que les gens ne s'abonnent pas. Abonnez-vous à la chaîne et lâchez des pouces bleus, des pouces rouges même bleus, je sais plus trop. Et n'oubliez pas d'activer votre cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, aucun podcast. Ciao ciao et paix sur vous les gars. Merci, shalom. Merci.